Astérisque astérisque, tu es un imposteur. La CIO humilia le père célibataire, puis un général 4 étoiles arriva et choqua tout le monde. Astérisque astérisque. Elle le pointa du doigt devant toute la salle et prononça les mots comme un verdict déjà rendu. Tu es un imposteur. Tout le conseil d'administration devint complètement silencieux. Lucas Mercier se tenait là dans son uniforme de maintenance bleu marine, une boîte à outils à la main, sans un mot. Il ne broncha pas. Il ne haussa pas la voix. Il la regarda avec cette fermeté qui ne n'est que d'endroit bien plus sombre qu'une salle de conférence aux parois de verre. Personne dans cette salle ne savait ce qu'il avait fait ni où il avait été. Et la seule personne sur le point de franchir cette porte n'était pas son avocat. Restez, car dans les prochaines minutes, tout ce que cette femme croit savoir sur le pouvoir va s'effondrer. Le matin arriva pour Lucas Mercier comme il arrivait toujours, sans cérémonie, sans grâce, juste le réveil à 5h45 et le bruit de la ville qui commençait à s'animer derrière la fenêtre de son appartement au 3e étage à Pomport. Il était déjà réveillé. Il l'était généralement. La vieille habitude de se lever avant la sonnerie l'avait suivi du service à la vie civile avec la loyauté de quelque chose qui ignorait avoir été démobilisé. Il se déplaçait dans la petite cuisine avec l'efficacité silencieuse d'un homme qui avait appris depuis longtemps que vitesse et calme n'étaient pas des opposés. Le café passait, 2 tranches de pain dans le grille-pain, un verre de jus d'orange posé sur la table à côté d'une serviette en papier plié. L'appartement était propre de la manière dont les gens gardent les choses propres quand ils savent ce que coûte le désordre en non pour les apparences, mais par respect pour la journée à venir. À 6h15, il entendit le bruit de petits pas dans le couloir. Léo apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine, 8 ans, cheveux noirs encore aplatis par le sommeil, sac à dos déjà passé sur une épaule, comme s'il avait décidé la veille au soir que le matin ne le surprendrait pas. Il s'assit, tira le jus d'orange vers lui et mangea le toast sans qu'on le lui demande. Ils traversèrent le matin ensemble dans le rythme facile de 2 personnes qui partageaient le même petit espace depuis assez longtemps pour savoir comment ne pas se déranger mutuellement. Avant de partir, pendant que Lucas verrouillait la porte de l'appartement, Léo glissa sans un mot un carré de papier plié dans sa poche de poitrine. Sur le chemin de l'arrêt de bus, Lucas le déplia. Dessiné au crayon vert, un peu de travers, 2 mots en majuscules soigneuses. Gagne aujourd'hui, papa. Il resta un moment sur le trottoir, le papier à la main, la circulation matinale passant de chaque côté, et ressentit le poids particulier de quelque chose qui n'a pas besoin d'être expliqué pour être compris. Il le plia soigneusement, le glissa dans la poche intérieure de son uniforme et appuya sa paume à plat dessus avant de le lâcher. La tour Ventex s'élevait sur 42 étages au-dessus de la skyline de Chicago, une colonne de verre et d'acier qui captait la lumière matinale et la renvoyait en longues traînées pâles sur les rues environnantes. Lucas poussa son chariot de maintenance à travers l'entrée de service à 6h58, salua le bureau de sécurité d'un signe de tête, prit l'ascenseur de fret jusqu'à la salle technique du sous-sol et retira les ordres de travail du matin du panier métallique. 3 appels enregistrés pendant la nuit. 2 étaient routiniers. Le 3e signalait un problème sur le système de contrôle HVAC au 31e étage, le niveau exécutif. La note indiquait « Module principal de distribution de charge, cycle de panne répété, non résolu ». Lucas avait signalé ce même module 2 semaines plus tôt. Il avait rédigé une recommandation dans le système d'ordre de travail, spécifié la pièce de rechange par numéro de modèle et indiqué que la panne s'aggraverait sans intervention. La note avait été lue. La pièce n'avait pas été commandée. Carter, l'assistant exécutif qui gérait les demandes de Facility pour les étages supérieurs, avait simplement fermé le ticket. Lucas l'avait noté sans commentaire, comme il notait la plupart des choses qu'il ne pouvait pas contrôler, avec précision et sans gaspiller d'énergie sur ce qui était déjà décidé. Il chargea le chariot et monta dans l'ascenseur. Diana Beaumont ne regardait pas le personnel de maintenance en règle générale, non par cruauté délibérée, mais parce que dans l'architecture de son attention, ils étaient une infrastructure plutôt que des personnes. Elle avait construit la société Ventex en 16 ans, commençant par une entreprise immobilière régionale de taille moyenne que la plupart des analystes du secteur avaient jugé surdimensionnée, pour en faire l'un des conglomérats d'infrastructures et de technologies les plus agressifs stratégiquement du Midwest. Elle y était parvenue grâce à une qualité de concentration presque physique dans sa densité, la capacité d'identifier le chemin critique dans toute situation et de le suivre sans se laisser ralentir par des informations périphériques. À 39 ans, on l'avait qualifiée de brillante tant de fois que le mot avait perdu toute texture. Forbes l'avait nommée constructrice de la décennie, 2 années de suite.
Elle gardait les plaques dans un placard de rangement au 14e étage. Elle n'avait pas besoin de les voir au mur pour s'en souvenir. Ce dont elle se souvenait, ce qu'elle avait toujours utilisé comme boussole, était plus simple et plus fiable que n'importe quelle récompense, la certitude qu'elle comprenait la situation devant elle mieux que presque quiconque dans la pièce. Cette certitude l'avait bien servie pendant 16 ans. Elle n'avait jamais, de manière significative, été contredite. Aujourd'hui était la réunion la plus importante depuis 3 ans. Un contrat de défense de 160 millions de dollars, un partenariat officiel avec le ministère de la Défense des États-Unis pour concevoir et déployer des systèmes de contrôle d'énergie électrique pour des installations militaires en zone de conflit actif. La présentation était prévue à 15 heures. Sofia Vargas, ingénieure système senior chez Ventex, était assise à l'extrémité de la table de conférence avec son ordinateur portable ouvert, son expression portant une tension que Diana avait remarquée et choisi de ne pas aborder. L'après-midi précédent, Sofia avait soumis une note écrite, une erreur de distribution de charge dans la section 3 de la proposition technique, un coefficient de compensation de perte de 11% manquant pour les environnements à haute température. Elle avait dit, calmement et précisément, que si le système était déployé dans une région où les températures ambiantes dépassaient 40 degrés Celsius, le réseau de distribution deviendrait instable. Diana avait lu la note, regardé le planning de présentation et pris une décision. Aucun changement à ce stade. La proposition restait telle quelle. Lucas atteignit le 31e étage et gara son chariot dans le couloir de service. La panne HVAC était exactement ce à quoi il s'attendait. Le module de distribution de charge cyclait irrégulièrement, et ces cycles avaient finalement produit des erreurs en cascade dans la boucle secondaire. Il connecta son lecteur de diagnostic, étudia les résultats et commença à esquisser la correction sur le bloc-notes fixé à sa planche. Son écriture était petite et précise. L'esquisse incluait non seulement un chemin de réparation, mais une reconfiguration complète de la séquence de charge ou une vraie résolution plutôt qu'une suppression temporaire du symptôme. Il faisait ce genre de travail depuis assez longtemps pour que la pensée et l'action deviennent presque simultanées. Ses mains bougeaient pendant que son esprit avait déjà vérifié la correction par rapport aux paramètres du système secondaire et confirmé les tolérances. C'était ainsi que tout bon travail technique finit par devenir, ni plus rapide ni plus lent que soigné, mais identique à lui. La salle technique ouvrait sur un couloir de service parallèle à la salle de conférence aux parois de verre à l'extrémité de l'étage. Sofia était sortie enquêter sur le bourdonnement mécanique intermittent qui traversait le mur depuis plusieurs minutes. Elle trouva Lucas dans le couloir, accroupi à côté du panneau d'accès ouvert, le lecteur de diagnostic en équilibre sur un genou. Elle regarda le panneau. Elle regarda le bloc-notes dans ses mains. « C'est le module principal de distribution de charge ?» demanda-t-elle. « Oui. Vous disiez qu'il tombe en panne en conditions de stress thermique. Perte de 11% de capacité de charge quand la température du système dépasse le seuil. C'est un problème de séquençage. Le module ne compense pas la résistance thermique dans la boucle secondaire sous charge thermique soutenue. » Il lui jeta un regard. « Je l'ai signalé il y a 2 semaines. » Sofia se figea. Elle s'approcha et examina son bloc-notes, le diagramme, le chemin de correction, les chiffres disposés en colonnes soigneuses. Un ingénieur lisant le travail d'un autre ingénieur n'a pas besoin qu'on lui explique ce qu'il voit. Elle sut en 10 secondes. « Venez avec moi, » dit-elle. Il la suivit dans la salle de conférence. La présentation était ouverte sur l'écran principal. Sofia afficha la section 3, le schéma de distribution de charge, et tourna l'ordinateur vers lui. Lucas étudia les chiffres. Ses yeux se déplaçaient comme toujours sur les données techniques, vite, précisément, s'arrêtant à chaque point où le calcul de charge pouvait échouer. Il posa sa boîte à outils. Il prit le stylo dans la poche de sa chemise et demanda s'il pouvait écrire dans la marge de sa copie imprimée. Elle la lui tendit sans hésiter. Il écrivait avec soin depuis environ 40 secondes, chaque étape disposée en séquence, le chemin de correction annoté à chaque stade, quand la porte de la salle de conférence s'ouvrit et que Diana entra. Elle enregistra d'abord l'uniforme de maintenance, puis la boîte à outils, puis le fait que cette personne se tenait devant son écran de présentation avec un stylo à la main, en train d'écrire sur ses documents. Elle ne demanda pas d'explication. Elle avait déjà tiré sa conclusion. « Qui vous a donné accès à cette salle ?» Lucas se retourna. Aucun affolement, aucune excuse. Sofia m'a demandé d'entrer. Diana regarda Sofia une seconde, puis revint à Lucas. Sa voix était maîtrisée comme les voix le sont quand. C'est un espace de réunion restreint.
Vous n'avez pas l'autorisation d'être ici, et vous n'avez pas l'autorisation de manipuler ces documents. Il y a une erreur dans votre modèle de distribution de charges, dit Lucas. Sa voix était égale, ni provocante ni déférente, simplement directe. La voix d'une personne qui décrit un fait qui n'a pas besoin de son opinion pour être vrai. Le coefficient de compensation des pertes pour les environnements à haute température manque dans la colonne 3. Si ce système est déployé dans une région où les températures ambiantes dépassent 40 degrés Celsius, le réseau de distribution perdra son intégrité de charge sur l'ensemble de l'installation. Les 5 membres de l'équipe RD autour de la table échangèrent des regards. Personne ne parla. Diana le regarda un moment plus long que strictement nécessaire. Quand elle répondit, il y avait une légèreté dans sa voix, la légèreté spécifique de quelqu'un qui a déjà classé une situation et ne fait que terminer l'étape de clôture. « Où avez-vous appris cela ?» dit-elle. « Sur Internet. » 2 personnes à la table rirent. Ce fut bref, le réflexe de soulagement plutôt que d'amusement. Lucas l'entendit clairement. Il ne les regarda pas. Le coefficient est faux, dit-il de la même manière que la première fois. La correction est écrite à la page 3. Chaque étape y figure. J'en suis sûr, dit Diana. Elle regarda Carter, qui était apparu dans l'embrasure de la porte. Veuillez le ramener là où il doit être. Lucas prit sa boîte à outils. Il passa devant Carter sans résistance, sans colère visible, sans la raideur particulière qui vient quand on avale quelque chose. Il s'arrêta à la porte, non face à Diana, mais face à l'écran de présentation, et parla du même ton qu'il avait utilisé tout du long. La HVAC sera en marche dans 15 minutes. Les chiffres sur cet imprimé sont corrects. Que cela vous importe ou non avant 15 heures est une décision que vous seul pouvez prendre. Il sortit. Sophia resta dans le silence qui suivit et regarda l'imprimé dans sa main. L'écriture dans la marge était nette et sans hâte, rédigée avec la patience d'un homme habitué à délivrer des corrections techniques dans des conditions pires que celles-ci, dans le froid, dans la chaleur, dans ce genre d'obscurité où la clarté est le seul instrument qui garde les gens en vie. Elle l'a lu une fois, puis une deuxième. Chaque mot était juste. Elle l'avait su avant d'avoir terminé la première ligne parce qu'elle avait passé la journée précédente à faire le même calcul mental et à arriver à la même réponse. Et la seule différence entre elle et l'homme qui venait d'être escorté dehors était qu'elle avait eu peur de le dire clairement. La salle de maintenance du sous-sol était fraîche et éclairée par des panneaux fluorescents qui bourdonnaient faiblement à la limite de l'audible. Lucas retourna dans le couloir de service, termina la reconfiguration HVAC et fit tourner le cycle de test 2 fois. Le système passa les 2 fois exactement comme il l'avait calculé. Il enregistra le travail dans le journal, signa en bas de la feuille et la fixa à la planche. Il s'assit un moment sur le bord de son chariot, non pour se reposer. Il s'assit parce que le corps demande parfois une pause que l'esprit a déjà dépassée, et cela ne coûte rien de la lui accorder. Il pensa aux chiffres sur la diapositive sans sentiment particulier. Il avait reconnu l'erreur en 30 secondes, non parce qu'il était doué pour trouver les erreurs dans le travail des autres, mais parce qu'il avait passé 7 ans à travailler avec des systèmes exactement comme celui-ci dans des endroits où une perte de charge de 11% n'était pas un problème de présentation. C'était un blackout. C'était une panne de communication. C'était 300 soldats sans traitement d'eau ni équipement médical à 43 degrés Celsius. 12 ans plus tôt, Lucas Mercier avait obtenu son diplôme de West Point au printemps à 23 ans avec un diplôme en génie électrique et conception de système. Il s'était classé dans le top 3% de sa promotion. L'été suivant, il avait été sélectionné pour un programme de formation spécialisé au sein des forces spéciales de l'armée, un programme qui formait des ingénieurs de combat non pas à combattre en première ligne, mais à maintenir en vie l'infrastructure qui rendait tout le reste possible. Énergie, eau, communication, les os d'opération que personne ne mentionne jamais dans les récits de ce qui s'est passé. 7 ans, 3 déploiements, l'Afghanistan 2 fois, l'Irak 1 fois, et un 3e poste qui n'avait aucune désignation officielle dans aucun document qu'il était autorisé à consulter. Il n'avait pas été un soldat au sens conventionnel. Il avait été la personne qui maintenait les lumières allumées dans des endroits où l'extinction des lumières signifiait la mort de gens. Après que sa femme eût été tuée dans un accident de voiture un mardi soir de novembre, il avait demandé sa libération. Non parce qu'il n'aurait pas pu continuer, il aurait pu, mais parce que Léo avait 5 ans et qu'un garçon a besoin d'au moins un parent qui rentre à la maison de manière fiable à la même heure chaque soir, sans l'incertitude de ce que le lendemain pourrait exiger. Il sortit le carré de papier plié de sa poche de poitrine. « Gagne aujourd'hui, papa. » Il le tint un moment, puis posa sa paume à plat dessus,
sentit la légère pression contre sa poitrine et respira. Il le remit en place et alla terminer les 2 derniers appels du matin. Il récupéra Léo à l'arrêt de bus à 15h45. Le garçon portait un dessin roulé fixé par un élastique, qu'il transféra à Lucas sans rien en échange, comme si la circulation d'œuvres d'art entre eux était simplement une caractéristique standard de leur journée. C'est le système solaire, dit Léo en se mettant à sa hauteur. Mais j'ai fait Pluton plus gros parce que je pense qu'il le mérite. Il ne respecte pas le critère de nettoyage orbital, dit Lucas. Je sais. J'ai quand même de la peine pour lui. Ils marchèrent un demi-pâté de maison dans un silence confortable. Puis Léo dit, sans lever les yeux. Il s'est passé quelque chose aujourd'hui. Pourquoi demandes-tu ça? Tu es extra silencieux. Je suis toujours silencieux. Extra silencieux, dit Léo avec la précision de quelqu'un qui fait attention depuis 8 ans et ne fait pas de distinction à la légère. Lucas resta silencieux un autre demi-pâté. Quelqu'un m'a contredit aujourd'hui sur quelque chose dont je savais que c'était correct. Léo considéra cela avec le sérieux qu'il apportait à tout ce qui semblait important. Est-ce qu'il savait que tu avais raison? Il ne voulait pas l'être. Léo hocha la tête. Ah, ma maîtresse dit que la forme la plus difficile de vérité est celle que les gens ne veulent pas entendre. Elle dit que ce sont justement celles qui valent la peine d'être dites. Ce soir-là, ils firent des pâtes en sachet parce que c'était mardi et que le mardi était soir pâtes, une règle que Léo avait établie 18 mois plus tôt avec une fermeté qui suggérait qu'il avait bien réfléchi à la question et n'était pas disposé à la rouvrir. Ils firent les devoirs de maths à la table de la cuisine pendant que l'eau bouillait, des fractions que Léo abordait avec la patience méthodique qu'il apportait à tout ce qu'il avait décidé de comprendre. Lucas s'assit en face de lui et le laissa trouver ses propres erreurs, offrant des corrections seulement quand le garçon avait vraiment heurté un mur et non une simple pause. Après le dîner, après la vaisselle, après la lecture et l'extinction des lumières dans la petite chambre au bout du couloir, Lucas s'assit seul à la table de la cuisine avec une tasse de café qu'il tenait plutôt compagnie qu'il ne buvait. Devant lui sur la table se trouvait la notation approximative qu'il avait conservée, la correction qu'il avait écrite de mémoire, la même séquence qu'il avait posée dans la marge de Sophia. Il la regarda dans le silence sans rien en faire. Parfois la vraie forme d'une journée ne devient visible que lorsque tout mouvement s'est arrêté. Carter envoya l'email interne à 20h47. Objet. Un employé nommé Lucas Mercier a pénétré dans un espace de réunion restreint. Elle le lut à 21h12, son café refroidissant à côté du clavier. Elle le regarda longuement. L'appel de Diana arriva plus tard ce soir-là. Les instructions étaient brèves. Découvrez qui est cet homme, où il a été formé, pourquoi il est ici. Carter passa 90 minutes dans la base de données RH et revint avec presque rien d'utile. Lucas Mercier, 37 ans, embauché il y a 14 mois via un sous-traitant de Facility. Un certificat technique d'un collège communautaire à Joliet. Aucun diplôme universitaire au dossier. Aucun historique d'emploi antérieur au-delà d'une mention générale de travaux de maintenance contractuels précédents. Diana avait écouté et senti l'architecture de sa lecture initiale se confirmer. Autodidacte, conclut-elle. Le genre de personne qui absorbe le vocabulaire technique des manuels et des forums et confond la fluidité de langage avec la profondeur de connaissance. Elle avait déjà rencontré ce type. Ce n'était pas un type rare. C'était en fait le type qu'elle avait appris à identifier tôt dans sa carrière, sûr de lui sans qualification, persuasif sans rigueur, dangereux proportionnellement à sa capacité à convaincre. Le lendemain matin, 5 représentants du ministère de la Défense arrivèrent chez Ventex pour l'examen technique préliminaire. Le groupe était dirigé par Wyatt Donnell, un conseiller technique civil au début de la cinquantaine avec l'autorité mesurée de quelqu'un qui a examiné suffisamment de propositions pour reconnaître en 10 minutes si une équipe comprend ce dont elle parle. Sophia n'avait pas dormi. Elle avait travaillé toute la nuit à corriger la section 3 et à faire tourner les chiffres recalculés 3 fois sur 3 modèles environnementaux différents. La proposition corrigée n'était pas simplement réparée, elle était meilleure. L'approche esquissée par Lucas réduisait la variance de charge projetée de 18% sur toute la plage de température de fonctionnement. Elle avait fixé ce résultat un certain temps avant de l'accepter complètement. Quand Wyatt Donnell arriva à la section 3 et s'arrêta, Sophia sentit le calme entrer dans la salle avant qu'il ne parle. Il s'était arrêté 2 fois auparavant à la section 3 à chaque fois pour poser des questions polies dans la forme et chirurgicalement précises dans l'intention. Le 3e arrêt à la section 3 fut différent. Il resta silencieux plus longtemps qu'auparavant. Cette section a été révisée depuis le brouillon soumis pour l'examen préliminaire, dit-il. Une affirmation, pas une question.
Oui, dit Sophia. Qu'est-ce qui a été corrigé? Une erreur de compensation de charge. Un coefficient manquant dans le modèle de distribution. Qui l'a identifié? La salle retint son souffle. Diana était assise en tête de table. Son regard se porta sur Sophia et porta un poids qui n'était pas tout à fait un avertissement, mais assez proche pour que la différence soit académique. Sophia lui rendit son regard. Puis elle se tourna vers Wyatt Donnell. Un technicien de bâtiment, dit-elle. Son nom est Lucas Mercier. Wyatt Donnell posa son stylo sur la table. Il resta un moment immobile, la stillness particulière de quelqu'un qui organise une pensée qu'il n'est pas encore prêt à partager. Il sortit son téléphone, tapa quelque chose de bref et délibéré, et le remit dans sa poche sans commentaire ni explication. La réunion continua. Mais quelque chose était entré dans la salle qui n'y était pas auparavant, et chaque personne présente le sentit à sa manière. Carter frappa à la porte du bureau de Diana à 16 heures. Son expression ne correspondait à aucune catégorie de nouvelles qu'elle avait l'habitude de recevoir. Il y a quelqu'un dans le hall. Pas de rendez-vous. Il demande la personne qui gère le contrat de défense. Non. Le général Joseph Hargrove. Diana posa son stylo. 4 étoiles, dit Carter. Il commande actuellement le commandement stratégique énergétique militaire. C'est l'organisme qui approuve tous les contrats d'infrastructure électrique pour les déploiements à l'étranger. Diana était debout avant qu'il ait terminé. Le général Joseph Hargrove se tenait au centre du hall de Ventex avec le genre de calme qui n'a rien à voir avec l'inactivité. Il n'était pas en uniforme, costume anthracite foncé, chemise blanche, sans cravate, mais sa prestance rendait la question du grade totalement secondaire. Il avait 61 ans, bâti avec l'économie mince de quelqu'un qui avait passé des décennies dans des conditions qui récompensaient l'efficacité par-dessus tout. Et ses yeux balayaient le hall avec le scan automatique et complet d'un homme dont la relation aux nouveaux environnements est toujours d'abord professionnelle. Diana traversa le hall la main tendue et la contenance pleinement assemblée. Il lui serra la main une fois, brièvement. Elle le conduisit dans la salle de conférence du 31e étage. Il s'assit, posa les 2 mains à plat sur la table et la regarda avec la directivité particulière de quelqu'un qui n'est pas venu pour perdre du temps. « Je comprends que Lucas Mercier est employé dans cet immeuble, » dit-il. « Il est dans notre département Facility. Maintenance du bâtiment. » « Oui. » Il resta silencieux un moment. Lucas Mercier était l'un des 8 officiers que j'ai personnellement nominés pour une promotion anticipée au grade de major avant qu'il ne demande sa libération en 2019. J'ai fait cette recommandation parce que je l'ai évalué comme l'ingénieur infrastructure de terrain le plus capable avec lequel j'ai travaillé en 30 ans de service actif. Diana garda son expression. Il a conçu le système mobile de distribution électrique qui a restauré l'alimentation complète de 3 bases avancées de l'OTAN dans la province de Kandahar après qu'une attaque coordonnée eut détruit le réseau principal. Il a achevé la restauration en 72 heures avec une équipe de 6 hommes à des températures dépassant 46 degrés Celsius sans réapprovisionnement. Chaque système qu'il a conçu cette semaine est encore opérationnel aujourd'hui. Aucun n'a connu de panne critique. Il marqua une pause. Le standard technique que votre proposition doit respecter est la norme militaire 1399, section 5, régissant les distributions électriques déployables sur le terrain. Lucas Mercier est co-auteur de la révision la plus récente. Lui et un autre ingénieur ont mis à jour ce document en 2018 sur la base de données de terrain qui n'existaient nulle part ailleurs parce que personne d'autre n'avait été là où ils avaient été. Il la regarda fixement. Je suis venu ici parce que Wyatt Donnell a contacté mon bureau ce matin. Il m'a dit que la version corrigée de votre proposition avait été signalée comme le travail d'un technicien de bâtiment nommé Lucas Mercier et que ce même technicien avait été expulsé d'une réunion quand il a tenté d'identifier l'erreur originale. Je voulais comprendre ce récit directement de votre bouche. Carter trouva Lucas au sous-sol en train de terminer le dernier ordre de travail de la journée et monta avec lui dans l'ascenseur de service sans parler. L'ascenseur était petit et fonctionnel, et le silence entre eux avait une qualité particulière, le silence d'un homme qui avait envoyé un email qu'il regrettait, debout à côté du sujet de cet email dans un espace trop exigu pour faire semblant autrement. Quand les portes s'ouvrirent, il entra dans la salle de conférence en uniforme, boîte à outils à la main. Il posa la boîte à côté de la porte. Il se redressa, regarda à travers la salle et vit le général Hargrove. Il s'arrêta. Une seule brève pause de moins de 2 secondes. Puis quelque chose changea dans sa posture, pas dramatiquement mais chaque personne dans la salle le vit, au l'ajustement particulier d'un homme en présence de quelqu'un dont il reconnaît l'autorité non par obligation,
mais par expérience. C'est en laisse un résidu que 3 ans de vie civile ne peuvent dissoudre. Monsieur. Mercier. La poignée de main dura plus longtemps que les poignées de main entre inconnus. C'était la poignée de main de 2 hommes qui avaient été dans les mêmes pièces, respiré le même air sous le même type de pression et qui comprenaient sans avoir besoin de le dire que la présence continue de l'autre n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Diana observa cet échange et sentit le sol de sa certitude commencer à se dérober sous elle. Le général Hargrove se tourna vers elle. Sa voix était posée et parfaitement claire. Premier lieutenant Lucas Mercier, West Point, promotion 2012. Génie électrique et conception de système. Top 3% de sa promotion. 3 déploiements de combat. 8 citations de service. Décoré de la Army Commendation Medal for Valor en 2017 pour la restauration du réseau électrique de Kandahar dans des conditions hostiles. Il laissa cela s'installer un moment. Le standard technique que votre proposition doit satisfaire a été co-rédigé par Lucas Mercier en 2018 sur la base d'une expérience de terrain que personne dans cette salle n'a eue et qu'aucune salle de classe ne pourrait fournir. Quand il est entré dans cette salle de conférence et vous a dit qu'il y avait une erreur dans votre proposition, il ne devinait pas. Il lisait un document qui ne respectait pas un standard qu'il avait contribué à écrire sur le terrain, dans des conditions où l'échec se mesure non pas en contrat, mais en vies humaines. Il la regarda directement. Et votre réponse a été de le traiter d'imposteur. Le silence qui suivit fut complet. Sophia regarda ses mains. Carter étudia la table. Les 5 membres de l'équipe RD présents la veille étaient assis avec la stillness particulière de gens qui reconsidèrent quelque chose qu'ils croyaient déjà réglé. Lucas resta debout pendant tout cela avec la même qualité qu'il avait portée ces dernières 24 heures, la sérénité de quelqu'un qui s'est tenu dans des pièces où les enjeux étaient vraiment insurmontables et qui comprend à un niveau fondamental qu'une salle de conférence aux parois de verre à Chicago n'en fait pas partie, quoique quiconque dise à l'intérieur. Sophia posa la question avant d'avoir entièrement décidé de la poser. Sa voix était calme, pas tout à fait dirigée vers quelqu'un en particulier, mais atterrissant exactement où elle devait atterrir. Pourquoi n'avez-vous rien dit? Quand elle vous a traité ainsi, pourquoi ne vous êtes-vous pas défendu? Lucas se tourna vers elle. Quand il parla, il n'y avait aucune mise en scène. Aucune emphase pour l'effet. À la correction était sur la page, dit-il. À quiconque était prêt à la lire l'aurait trouvée. En dire plus n'aurait rien changé. Il marqua une pause. Je ne travaille pas pour convaincre les gens. Je travaille pour que les bonnes choses ne tombent pas en panne. Le général Hargrove informa Diana que la présentation formelle du contrat prévu le lendemain matin était reportée. Le ministère de la Défense exigeait une réévaluation complète de l'équipe technique et des processus de vérification de Ventex avant tout engagement. Il ne retirait pas le contrat. Il le mettait en attente jusqu'à preuve que l'équipe responsable de l'exécution respectait le standard exigé par le contrat. Ce standard n'est pas négociable, dit-il. Il a été écrit par des gens qui ont construit ces systèmes de leurs propres mains dans des conditions où l'échec n'était pas une ligne budgétaire. Il sera appliqué tel qu'écrit. Lui et Lucas sortirent ensemble. À la porte, Hargrove s'arrêta et dit quelque chose à voix basse à Lucas que personne dans la salle ne put entendre. Lucas hocha la tête. Ils sortirent. La salle qui restait contenait Diana, Carter et Sophia, et un silence avec le poids spécifique de l'indéniable. Le sol de maintenance était calme à 18 heures. Lucas passait en revue la checklist de clôture quand il entendit des pas dans le couloir qui se déplaçaient avec une qualité différente du trafic habituel du bâtiment. Le général Hargrove se tenait dans l'embrasure de la porte. Aucun aide, aucun véhicule attendant à l'entrée de service. Juste l'homme lui-même, veste sur un bras, regardant Lucas comme il l'avait regardé sur le terrain, avec le respect spécifique d'un professionnel pour un autre, qui n'exige aucune cérémonie parce qu'il est déjà établi. Vous faites encore la checklist, dit Hargrove. Elle doit être faite. Hargrove s'assit sur l'unique chaise en plastique contre le mur avec l'aisance d'un homme parfaitement à l'aise dans les pièces fonctionnelles et le mobilier fonctionnel. J'ai une proposition, pas un ordre, une proposition. Le commandement stratégique énergétique reconstruit le standard de prochaine génération pour les distributions électriques de terrain. Nous avons besoin de quelqu'un qui connaît la matière de l'intérieur pour diriger la documentation. Contrat de conseil, travail à distance. Vous fixez vos horaires. Rémunération équivalente à celle d'un major. Lucas continua de charger le chariot. J'ai un garçon de 8 ans. Je sais. Il a besoin de vous à la maison à 19 heures. Travail à distance. Aucun déploiement. Vous travaillez autour des besoins du garçon.
Lucas se redressa et regarda par la fenêtre. Le soir à Chicago s'organisait en couches, la dernière lumière pâle se retirant du bord ouest du ciel, la lueur orange des lampadaires arrivant en bas, le vert froid de la tour reflétant tout à la fois. Il s'était tenu dans des endroits plus sombres en voyant bien moins et avait trouvé des raisons suffisantes. « J'y réfléchirai, dit-il. » Hargrove se leva, enfila sa veste et se dirigea vers la porte avec l'aisance d'un homme qui a dit ce qu'il était venu dire et n'a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Dans l'embrasure, il s'arrêta. « Vous savez ce dont je me souviens le plus à votre sujet à Kandahar. » Lucas le regarda. « Vous n'avez jamais eu besoin que quiconque sache ce que vous faisiez. Vous aviez juste besoin que les lumières restent allumées. » Il partit. Lucas resta seul un moment dans la salle de maintenance. Puis il s'assit sur le bord de son chariot, plongea la main dans sa poche de poitrine et déplia le dessin au crayon vert. « Gagne aujourd'hui, papa. » Il le lut, le tint un moment, puis le replia avec le même soin qu'il apportait à tout ce qui ne pouvait être remplacé. Il le remit contre son cœur et rentra chez lui. La ville était complètement sombre quand il poussa son chariot à travers l'entrée de service sur le trottoir. Derrière lui, la tour Ventex s'élevait sur 42 étages dans le ciel nocturne. Chaque étage éclairé de l'intérieur une colonne de lumière régulière montant dans le froid au-dessus de Chicago, brûlant comme brûlent les bâtiments quand les gens à l'intérieur travaillent encore, décident encore, essaient encore de comprendre ce que la journée leur a demandé. Il avait maintenu des lumières comme celle-ci allumées dans des endroits qui n'avaient pas de nom. Il comprenait, mieux que quiconque se trouvant actuellement dans cette tour, exactement ce que cela coûtait de le faire. Il ne regarda pas en arrière. Il n'y avait rien derrière lui qui exigeait un regard. Quelque part au 31e étage, une femme était assise seule à une table de conférence avec une correction manuscrite sur une feuille de papier et le début d'une compréhension qu'elle n'avait pas auparavant été tenue de développer. Que la compétence ne s'annonce pas, qu'elle porte ce qu'elle doit porter, et que l'hypothèse la plus dangereuse qu'une personne puisse faire est de croire qu'elle connaît déjà la forme de la chose qui se tient devant elle. Quelque part dans un appartement au 3e étage à Pomport, un garçon en pyjama bleu était assis à la table de la cuisine avec une tasse de lait chaud et une feuille d'exercice de maths, son crayon bougeant soigneusement dans le silence, le grattement étant le seul son dans la pièce, attendant un pas particulier dans l'escalier, attendant le bruit spécifique d'une clé tournant dans une serrure précise. Et Lucas Mercier, l'homme qui avait maintenu les lumières allumées dans des endroits qui n'apparaissent sur aucune carte publique, qui avait coécrit le standard que d'autres essayaient maintenant de vendre, qui avait été traité d'imposteur dans une salle aux parois de verre et était sorti en ne portant rien d'autre que la vérité et un morceau de papier plié couvert de crayons verts, marchait à travers les rues du soir de sa ville avec son chariot, sa boîte à outils et le poids de sa propre compétence silencieuse qui n'avait jamais eu besoin de public pour être réelle. Il n'avait pas gagné en criant. Il n'avait pas gagné en prouvant quoi que ce soit à quiconque avait choisi de ne pas voir. Il avait gagné de la seule manière qui dure, en restant dans chaque pièce, sous chaque condition et à chaque instant où il aurait été plus facile d'être quelqu'un d'autre, exactement celui qu'il était. Et dans sa poche de poitrine, pressé tout contre son cœur, un petit dessin vert attendait d'être prouvé juste.